Bonjour chers amis et bienvenue à ce nouveau vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale. Je mets en fond d'écran là, tout simplement un slideshow de mes photos, mais ça ne sera pas le but du vidéo. Simplement, j'en avais un peu sur le cœur, si on peut dire ça comme ça, et je voulais commencer à faire des vidéos un peu plus entre guillemets personnelles, et sensiblement de parler de moi. Euh, Pourquoi j'ai l'impression... Pourquoi? Pardon. Parce que j'ai l'impression, sans nécessairement le dire comme ça, d'être une personne un peu à part, de la marge. Et quand je regarde les gens, si on pourrait dire normales, ou les gens de tous les jours, ben, il y a plein de petites choses que je remarque qui, j'ai l'impression de ne pas penser de la même façon. Plein de choses que je n'ai pas appris. Bon, essentiellement, je vais essayer de mon mieux de parler de ça. Évidemment, je tiens à préciser qu'il n'y a pratiquement aucun script à vraiment parler de ce que je fais en ce moment. C'est extrêmement du ad-lib. Donc, je m'en excuse d'avance si c'est un peu des fois démantelé. On va dire ça comme ça. Mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur et moi, j'ai un peu de la misère déjà à vouloir même euh, j'ai- faire, si on veut, un journal intime de tout ça et de l'écrire pour que ce soit intéressant. Je ne suis pas un écrivain, enfin, jusqu'à un certain point, là. Et je crois que ma meilleure façon, de toute façon, de l'en parler, c'est de le faire comme ça, un peu improvisé. Parce que je suis quelqu'un d'un peu plus, peut-être, justement, comme ça. Et aujourd'hui, on va commencer tout simplement à parler de mon jeune âge, de qui je suis, enfin, des caractéristiques qui m'ont défini, qui me définissent, voyons, voyons, excusez, je bégaye, qui me définissent, on va finir par le dire. Donc voilà, une des choses que vous avez peut-être remarqué à travers mes vidéos, ben j'ai un léger, c'est pas un bégaiement, ça ressemble beaucoup, ce n'est pas un bégaiement. Sensiblement, c'est que j'ai des fois une difficulté à m'exprimer. Ça ressemble beaucoup à un bégaiement. Mais c'est des fois, en gros, c'est le principal attrait lié à moi, c'est le TDAH. En gros, c'est beaucoup lié à ça. En gros, c'est que je veux parler plus vite que ce que je veux dire. Je sais pas comment je peux l'exprimer, mais sensiblement, c'est ça. C'est très proche d'un bégaiement, nous, on s'entend. Mais bon, bref. Donc, évidemment, chose à savoir, une des premières choses, c'est le TDAH. Oui, techniquement, j'ai des papiers qui m'ont prouvé que je suis une personne atteinte du TDAH. Mais aujourd'hui, avec plusieurs années après d'avoir appris sur le sujet, un peu comme l'autisme ou le spectre de l'autisme plutôt, et tout autre trouble entre guillemets, qu'on pourrait dire trouble intellectuel, ben c'est un spectre. Le TDAH lui-même est un spectre. Pour avoir moi-même côtoyé des gens qui étaient aussi sur le, qui avaient aussi le diagnostic de TDAH, ben deux à trois, quatre personnes qui ont le TDAH peuvent tous être différents dans leur TDA. Parce qu'il y a déjà le TDA et le TDAH, déjà qui est deux formes assez différentes. Personnellement, je suis dans une catégorie qu'on appelle une TDAH mentale. En gros, les attraits du TDAH se font beaucoup plus ressentir sur, comment dire,
J'ai l'impression qu'il évite le slideshow. Mais bon, bref. Ça fait ressentir... Ça, moi, ça me déconcentre. Je vais juste pas la regarder. Hein. Oups. Pas comme ça. Pas comme ça. Donc, se faire ressentir plus par le fait de beaucoup penser. En dehors d'être physiquement actif, comme certains qu'on appelle l'hyperactivité. Mais mon hyperactivité est principalement mentale. J'ai plus à mon jeune âge, une certaine hyperactivité, si on veut, physique, par le fait d'être incapable de rester sur place. Mais ce n'est pas une hyperactivité où que je veux bouger. C'est vraiment plus, par exemple, être assis sur une chaise pendant des heures, comme à l'école. C'était, surtout à mon jeune âge, là, primaire plus qu'au secondaire. Bref. Donc ça, c'est la principale chose, mais ça reste que le TDAH lui-même est un aspect difficile à catégoriser. Parce que moi, j'ai ça, et depuis plus loin que je me rappelle, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de mes gènes. Un peu comme mesurer une telle grandeur ou avoir une couleur de peau, ben, ça fait partie de ce qui est à l'intérieur de moi, de la chimie de mon cerveau. J'ai quand même beaucoup appris malgré tout avec ça, à savoir comment ça fonctionne. Et tout au long de ma vie, eh bien, j'ai pris d'informations sur les autres troubles qui sont liés ou pas liés, qui peuvent être indirectement un déclenchement par le TDAH. Et, ben, veux pas, le TDAH va souvent déclencher d'autres troubles, comme par exemple les TOC. Les TOC, c'est le trouble obsessif compulsif. J'ai une forme de trouble d'obsession avec le fait d'être addict. Et sensiblement, à cause de le TDAH, je suis aujourd'hui, même encore, peut-être moins quand j'étais jeune, mais je pense que c'est arrivé à l'âge plus à l'adolescence, je suis hyper obsessif et addict, en addiction de la stimulation mentale. Je l'étais quand j'étais jeune, mais c'était moins, je dirais, flagrant. Ça se ressentait plus sur l'aspect de, comme on dit souvent, aller dans la lune, dans l'expression, l'imagination. J'allais dans ma tête. Ça paraissait moins sous forme d'addiction à proprement parler. Parce que c'est quelque chose, quand tu es jeune, tu es plus enclin à faire, de façon générale, d'imaginer des choses. D'aller dans l'imagination, des choses comme ça. Tandis qu'arrivé à l'âge vraiment plus adolescente, et évidemment l'accès, pardonnez-moi, l'accès aussi de plus en plus grande à un ordinateur et l'Internet, ben, très jeune, j'ai gagné j'ai, je sais pas comment le dire, mais j'ai voulu toujours me stimuler mentalement. Et quand je parle de stimulation, je parle pas de stimulation dans le sens d'apprendre des choses. Je parle vraiment dans le sens juste, un peu comme aujourd'hui, on pourrait dire, de regarder que ce soit TikTok ou Facebook ou peu importe, et de scroller le téléphone en bon français, là, on va dire comme ça, d'aller de vidéo en vidéo, de regarder une vidéo, puis de se faire stimuler. Ben moi, j'avais ça il y a maintenant plus de 25 ans. Et malheureusement, je sais pas comment le dire,
J'essaie d'être un peu objectif dans ce que je dis. Pardon, subjectif. J'essaie de pas trop mettre d'émotions, mais évidemment, il va y avoir quand même beaucoup d'émotions, parce que c'est des choses qui sont très personnelles. Je ne suis pas nécessairement non plus un professionnel de la santé. Moi, je ne me base que sur les informations que j'ai réussi à aller chercher et les informations que je me suis fait aussi donner par les nombreux professionnels de santé que j'ai pu parler dans toutes les sphères. Pas juste le psychologue, mais vraiment dans toutes les sphères. Bref, désolé, je m'écarte, justement. Donc, très très jeune, en gros, c'est à 14 ans vraiment qu'on a eu le premier ordinateur à la maison. Et je pense que c'est à partir de là que cette addiction a commencé. Je l'étais déjà un peu à la base, mais l'ordinateur, l'accès éventuellement un petit peu plus tard avec l'Internet, les jeux vidéo aussi, indirectement, qui étaient déjà justement avant, ben, moi, j'avais besoin d'aller chercher ça. Principalement parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement solitaire. J'avais très très peu d'amis. À l'école, j'avais des problèmes d'intimidation. Je me faisais intimider et donc je me reclusais dans ma petite bulle, si on veut, d'imagination. Et la seule façon que j'avais si on peut dire comme ça, de m'échapper de la réalité, ben c'était ça. C'était de me stimuler à outrance avec les jeux vidéo et un peu plus tard avec l'Internet. Et ben cette addiction est pas devenue aussi un TOC indirectement. Mais ce n'est pas un TOC comme qu'on peut le décrire souvent comme quelqu'un qui, avant de sortir de la maison, va devoir fermer la porte 3 fois ou des trucs comme ça. C'est vraiment un TOC un peu plus. C'est plus devenu une addiction que vraiment des TOC. Les TOC, dans un sens, sont venus beaucoup plus tard. Et ben, je vais en parler peut-être un petit peu plus loin là, dans cette vidéo. Sinon, c'est ça. Je m'égare un peu, pardonnez-moi justement, comme ce n'est pas scripté, ça se peut que j'aille dans tous les sens. J'espère quand même faire du sens dans ce que je dis. Mais voilà. Donc, cette addiction m'a aussi, comment dire, comme j'avais cette solitude et que j'étais reclus, je me faisais reclure des groupes sociaux, ben ça l'a amplifié cette exclusion. Le fait que je m'installe devant l'ordinateur et que je joue à des jeux ou que j'aille sur Internet et que je me stimule comme ça, eh bien, le fait que je fasse ça, ça l'amplifiait de plus en plus les troubles, si on veut, pas de comportement, mais je dirais plus social. La réclusion, le fait d'être intimidé, et je veux pas, ça a fait une espèce de cercle vicieux. Comme je jouais plus à l'ordi, j'avais moins de capacité à comprendre, si on veut, les attraits sociaux. Et donc, je me réclusais plus. Et donc, je voulais me stimuler plus avec les jeux vidéo, l'Internet. Et donc, ça faisait cette espèce de cercle vicieux indirect à ben, je voulais pas sortir, je voulais pas me faire des amis, je voulais en guillemets rien savoir des gens et de tout ça. Donc ça, c'est le deuxième aspect qui est le TOC. Ensuite, les autres aspects sont plus, je dirais, plus difficiles à vraiment prouver. Bon, parce que c'est des choses, souvent c'est des gros tests à faire qui coûtent des fois
quand même des gros montants. Et je n'ai su ça que beaucoup plus tard de ces tests-là. Et c'est dans des moments où j'étais pas vraiment en moyen monétaire de me départir des fois des montants quand même assez hauts. Euh, Par exemple, l'autisme. Pour faire le test de l'autiste, j'avais fait de la vérification il n'y a pas si longtemps. On parle de 3 à 4 ans environ. Et on m'avait parlé que c'est environ 10 à 15 séances à entre 200 et 250 dollars de l'heure pour faire le test. Donc on parle là si on fait un calcul rapide, une fourchette basse entre 2000 dollars et une fourchette haute qui peut aller jusqu'à 4000 et même plus. Là. Mais moi, j'avais pas les moyens de me payer ça. Donc, voilà. Donc en gros, l'autisme vient de quand j'ai fait le test du TDAH. À mon époque, il y avait une forme qui était appelée l'Asperger, qui n'existe plus, entre guillemets, jusqu'à un certain point, n'existe plus vraiment, qui est mise sous le spectre de l'autisme. Et il y avait aussi une forme de sociopathie, je pense, qui était liée à ça, à cause de mon manque flagrant de développement social. Parce que j'avais même des manques sociaux, mais liés aussi à la famille. Au fait que même les gens proches de moi, ben, j'avais pas, comment dire, je sais pas comment l'expliquer, mais de lien. On va dire comme ça. Donc c'est des choses qui sont quand même assez compliquées à expliquer parce que bon, le spectre de l'autisme c'est très 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 large. Et sensiblement, moi quand j'avais fait le test du TDAH, la neuropsychologue, si je ne me trompe pas de son titre, m'avait parlé qu'elle était très 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 comment dire, elle avait des gros doutes sur ces aspects qu'on appelait à l'époque l'Asperger. Parce que j'avais des traits qui sont extrêmement, extrêmement proches de quelqu'un qui est, qu'on appelait à l'époque un Asperger. En gros, j'avais des goûts extrêmement, extrêmement poussés sur un sujet en particulier. Un sujet qui n'est pas nécessairement un sujet passionnel. Par exemple, ici, on parle de jeux vidéo principalement. Et j'avais des connaissances qui sont aussi souvent très poussées envers des sujets très niches, qui sont aussi liés soit aux jeux vidéo ou aux jeux de société, comme Magic, que je jouais à l'époque. Magic the Gathering, là, le jeu de cartes, pour ceux qui veulent, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. Mais c'est tout. J'avais pas d'autres habilités, entre guillemets, de connaissances, surtout scolaires, en dehors des mathématiques et des cours un peu plus comme ça logiques. Comme par exemple, en secondaire 3 ou 4, j'ai fait des cours d'informatique. Parce que très rapidement, j'ai vu que j'avais une certaine habilité et facilité dans ces cours-là. Que ce soit les mathématiques ou l'informatique. Parce que c'est des choses pour moi qui étaient simples, faciles, parce que c'est la logique. Et j'avais une certaine force, si on peut dire ça comme ça. Bref. Donc, plus tard, comme je disais, c'est l'autisme que moi, quand j'ai fait des recherches, j'avais des gros doutes. Évidemment, comme je ne suis pas un professionnel et qu'en regardant sur les tests, en guillemets, qu'on peut faire sur Internet, ben, eh bien, je cherche mes mots pour la loi. Eh bien, comme je dis, j'ai eu des gros doutes parce que
les tests ne donnent pas de résultats, surtout les tests que tu peux faire en ligne gratuit, là. C'est très ambivalent. Parce que je me rappelle, à une certaine époque, j'avais parlé un peu de ça avec un professionnel qui était un petit peu plus poussé, que j'avais réussi à rencontrer en dehors du cadre professionnel. Et j'y avais posé des questions. Évidemment, il me dit, moi, je peux pas te, te, te diagnostiquer, mais je peux te donner des pistes. Même si je ne suis pas dans un cadre professionnel, je peux te donner quand même des pistes. Mais ce n'est pas, en guillemets, de façon légale, ou je sais pas comment dire. Bref. Mais il m'avait parlé que la façon que j'ai parlé avec lui, dans le cadre aussi, dans un cadre professionnel, il me dit que il y a beaucoup l'impression que je suis qu'on appelle, dans un diagnostic de quelqu'un euh, qui a des certaines capacités à être, je cherche le mot, pardonnez-moi, euh, parce que des fois, quand tu es dans un spectre de l'autisme, tu peux être quelqu'un qui n'est pas fonctionnel, pardon, je cherchais le mot. Et moi, j'étais quelqu'un jusqu'à un certain niveau, fonctionnel. Et c'est ça qui pouvait créer un peu l'espèce de difficulté à diagnostiquer en faisant des tests, parce que j'étais quelqu'un qui était capable, jusqu'à un certain niveau, d'être fonctionnel. Et c'est ça qui a été sûrement très difficile quand j'étais jeune, de moi-même aller faire les diagnostics, pardon, parce que j'avais personne autour de moi pour me le dire. Et comme j'avais une certaine fonction, j'étais capable d'être fonctionnel jusqu'à un certain niveau, j'ai jamais eu de problème qui m'ont fait réfléchir à dire, à part beaucoup plus tard, là, de dire, je devrais aller voir un professionnel de la santé. Mais comme je dis, les questionnements sur l'autisme sont venus beaucoup, beaucoup plus tard avec le fait de parler avec plusieurs professionnels de la santé, surtout la santé mentale, là. Parce que moi, j'ai eu des doutes. J'ai eu des gros, gros doutes sur ça. Mais bon. Donc, le TDAH, le seul diagnostic véritable, enfin, comme je dis, c'est un diagnostic qui reste très vague, parce que le TDAH est un spectre aussi, pour avoir connu d'autres personnes qui souffraient aussi de TDAH. Et il y avait les autres aspects qui sont plus ou moins forts selon. Je m'étais fait, je sais pas si je l'ai encore. Ça c'est le résultat de. Bon, désolé, j'essaie de voir si j'avais pas quelque chose dans mes documents où j'avais commencé à parler de ça. Je suis désolé, là, je regarde rapidement. Tant pis. Tant pis. Donc voilà. Donc vraiment, pour revenir un peu sur le sujet, pourquoi je parle de tout ça, c'est en gros, c'est une des raisons pourquoi j'ai considéré pendant longtemps que j'étais un peu quelqu'un de la manche. Parce que à partir de 12 ans, 13 ans, au secondaire 1, ce serait plus un 13 ans, pardonnez-moi, le fait d'être intimidé, le fait d'être exclu, le fait d'avoir principalement voulu me stimuler peut-être un petit peu plus à secondaire 2, là, avec 14 ans, avec l'ordinateur, et le fait que j'avais une certaine... mon père me laissait totalement indépendant, si on veut.
Pas nécessairement qu'il s'occupait pas de moi, mais il y avait mon père, il ne m'offrait pas, si on peut dire ça comme ça, de possibilité de autre chose. J'avais quand même à 12 ans, je pense, je me rappelle, ou 13 ans, juste avant. C'est arrivé assez vite que j'ai gagné, si on veut, cette indépendance, parce que mon père, ben, même lui-même, savait pas vraiment vers où me lancer. Il m'avait lancé dans les sports plus jeunes, au baseball, au hockey. Ça n'avait pas fonctionné parce que je n'étais pas un sportif du tout. J'étais ce qu'on pourrait dire plus un intellectuel. Donc ça ne marchait pas. Et comme lui, il savait pas trop vers quoi d'autre me lancer, ben il était un peu à court de, comment dire, d'idées, même s'il y en avait plein d'autres. Là. Il savait juste pas. Et moi non plus, je le savais pas. Donc je pouvais pas l'aider non plus sur ça. Donc, comme je disais, avec cette indépendance, ben j'avais pas d'autres opportunités justement qui me permettaient de m'extérioriser. Et le fait que j'avais pas d'autres activités dans ma vie, vraiment là, aucune autre, ben ça rajoutait en plus au cercle vicieux qu'on a parlé au départ. Donc la réclusion, le fait de ne pas avoir d'autres choses à côté, le fait de ne pas avoir vraiment d'amis non plus, à part bon, des amis avec des grosses guillemets euh, que je côtoyais, mais c'était tout. Il n'y avait pas de. On faisait rien de vraiment en dehors de l'école. En gros, souvent, on était appelé le groupe de rejet, si on peut le dire comme ça. En gros, on était trois qui se tenaient ensemble, puis on était tous les trois un peu des rejets de l'intimidation. Et on est devenus un peu amis par l'entremise du fait qu'on était tous euh, connectés au fait qu'on se faisait tous intimider et qu'on est devenus amis parce qu'entre nous, on s'intimidait pas. Bref. Euh, on était trois en tout. Comme ça. Puis parce qu'on se suivait en termes d'âge et de niveau à l'école. Là. Donc on s'est suivi comme ça à partir de fin secondaire 2, plus en secondaire 3. Qu'on est devenu entre guillemets plus amis de. Bon, j'allais m'arranger des fois une fois de temps en temps chez l'un ou chez l'autre. Parce que les deux autres habitaient proches, plus ou moins proches de l'école. Et pas moi. J'habitais quand même assez loin. Bref. Donc ça. Et comme je disais, c'est qu'avec le fait que je n'avais pas d'autres activités, le fait que j'avais pas vraiment d'amis, j'avais pas de social, j'avais pas d'opportunité de développement vraiment, on pourrait dire créatif, sportif, personnel, parce que l'école, j'avais aucun challenge personnellement à l'école, à part peut-être en secondaire 5 que je commençais à avoir un peu de challenge. Mais quand je parle de challenge, c'est que moi, comme je dis, dans la plupart de mes cours, je faisais le strict minimum, puis j'avais des notes très correctes. Justement, j'ai regardé il n'y a pas si longtemps mes notes que j'avais au secondaire, parce que j'ai encore les examens les scans de mes examens, pas de mes examens, mais de mes bulletins, pardon. Et en dehors des mathématiques et peut-être certains cours de sciences, tous les autres cours, j'avais toutes des notes autour de 70. Et comme je dis, pardon, pour la plupart des cours, je faisais le strict minimum et j'avais les notes qui allaient avec. Et pour la plupart des cours, je n'avais pas besoin d'étudier, je n'avais pas besoin de faire la plupart des devoirs parce que j'avais compris assez rapidement qu'au secondaire, tu peux faire, comme je dis, justement le strict minimum et réussir à passer sans difficulté parce que tout ce qu'on demande, c'est d'avoir une note de 60%. Puis pour moi,
J'avais un esprit quand même assez analytique, très très jeune. J'avais compris ça, puis que je pouvais un peu ne pas me soucier, si on veut, de tous les cours, puis de faire vraiment. Mais même encore des fois, c'est moins que le strict minimum pour beaucoup de cours. Et je passais, puis même, des fois, quand j'ai regardé ça avec introspection, je me suis posé la question de comment c'est possible. Comment j'ai fait sans étudier, sans lire, sans ouvrir un livre, sans faire des devoirs la plupart du temps. Je dirais 80% du temps, je faisais pas les devoirs. Même les trucs enfin, les recherches là, en français, par exemple. Euh, un des ceux que je me rappelle quand même un peu, c'est qu'il fallait lire le livre Les filles de Caleb au secondaire 4 ou 5. Je me souviens plus quelle année, là. Et j'avais réussi à faire l'examen qui était la compréhension lecture, enfin je sais plus trop, qui était un mélange recherche, je sais pas si le recherche c'est peut-être pas le bon terme, là, mais en gros c'est de faire un compte rendu, mais il y avait aussi un examen, bon bref, je me souviens plus, bon c'est pas très grave, et j'avais réussi à faire une note de 60% genre, en ouvrant à peine le livre. Donc je lisais une page sur deux, une page sur trois, une page sur quatre. J'essayais de scanner, si on veut, l'information principale. Mais j'ai genre vraiment sur les 600 pages, j'en ai lu 100, même pas. Et quand j'avais reçu ma note, j'ai fait, mais comment j'ai fait? J'ai j'ai l'impression que j'ai lu la moitié, pas la moitié, mais 10% du livre, puis j'ai quand même réussi à trouver les informations qu'il fallait. Je sais pas comment j'ai fait, mais bon. En même temps, le français a toujours été. Je vais essayer de pas trop m'attraler sur ça, mais ça a toujours été un cours que j'ai détesté à mourir. J'étais incapable de ne pas faire de faute, surtout. J'étais très 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 inattentif, surtout parce que j'avais jamais vraiment appris à comment bien faire un texte. Euh, les, Surtout les profs en arrivé quand j'étais en secondaire 4 ou 5 dit si on te mettait pas si tu avais des notes correctes sur l'orthographe et la grammaire, tu aurais une note de 80. Tes textes sont géniaux. Enfin, jusqu'à un certain point. Tes textes sont beaux, sont bien faits, sont bien structurés jusqu'à un certain niveau. Mais tu perds. Je perdais, en gros, sur la grammaire et l'orthographe, il y avait 20 points. Un 20 points pour la grammaire, puis un 20 points pour l'orthographe. Et souvent, je perdais 90% de ces points-là sur le 40 points. Sur le 40 points, je faisais souvent 4, 5 points, gros max, selon. Il disait si tu perdais pas justement 15 points là-dessus, ben tu ferais des notes de 75-80. Mais ça, moi je pense que j'ai jamais appris, malgré tout, comme je dis, euh, de vraiment bien écrire. Et quand je parle de bien écrire, c'est des trucs du genre comment bien mettre ses virgules, mettre ses points, la structure des phrases. Mais j'avais les idées. Les idées étaient là. J'étais pas capable de construire autour. Et sensiblement, c'était ça mon problème. Ça, c'est lié à l'imagination. J'avais une bonne imagination, j'avais des bonnes idées, mais incapable de les transmettre sur papier. En gros, c'est lié au TDAH aussi. Là. Même encore aujourd'hui, j'ai cette difficulté, mais peut-être un petit peu plus de facilité. euh, parce que je l'ai pratiqué, si on peut dire ça. La spontanéité aide un peu. D'où le concept de cette vidéo comme aujourd'hui. Donc, comme je reviens un peu là-dessus, en dehors des cours de mathématiques principalement, dans les cours de maths, j'avais cette facilité et c'en était, je trouvais ça même ridicule. Pourtant, c'est tellement simple. Et même que je me rappelle en secondaire 3, le prof, à un certain moment donné, m'avait donné
des trucs avancés qui étaient même pas du programme. Et même ça, j'avais réussi à comprendre et à faire avec facilité. En gros, c'est en secondaire 3, on apprenait je me souviens plus quoi. Et il m'avait donné des trucs de trigonométrie, de faire des paraboles, des choses comme ça. Puis en moins de quelques cours, j'avais tout compris presque par moi-même. Puis le prof, il se dit, je sais plus quoi faire avec toi. Il dit, même les trucs avancés, t'es capable de passer par-dessus comme si rien n'était. Et moi, j'ai fait, ben, je sais pas quoi dire. Je pense que c'est plus arrivé en secondaire 5. Là, puis j'étais en maths fort, évidemment. Là, en arrivant en secondaire 4 et 5. Parce qu'il y avait en secondaire 4 et 5, il y a un groupe plus fort. Et je pense que c'est arrivé en secondaire 5 là, vraiment, où là, il a commencé à avoir un petit challenge. Je trouvais ça difficile. Puis c'était le fun. Ben, c'est ça qui était le fun, parce que j'avais ce challenge. À comparer de tous les cours que je me foutais, entre guillemets. Là. Mais sinon, même, quand je regardais, comme je dis, je regardais mes notes, puis la plupart des cours, c'était entre 60 et 65. Juste pour dire. Je passais juste pour dire. J'apprenais ce qu'il y avait à apprendre. Je l'enregistrais, si on veut, dans ma tête. J'avais un don, peut-être, de savoir ce qui allait être à l'examen, sans même me le savoir. Intuitivement, je le savais. Puis, je vais être franc, je pense que le secondaire, en façon générale, c'est très facile. Là. Enfin, jusqu'à un certain point. Mais malgré tout ça, moi j'ai vécu, avec beaucoup de recul, j'ai su que j'ai vécu d'énormes dépressions pendant mon secondaire, mais sans le savoir que c'était de la dépression. Je pense avec l'intimidation, la réclusion, tout ça, le fait que j'avais pas justement de façon de m'extérioriser, ben j'emmagasinais tout à l'intérieur, puis ben, ça s'est reflété dans ma personnalité. Je me suis réclus et bon, bref. Et sensiblement, c'est ça. Donc vraiment, je pense que c'est à partir de là que, si je peux dire ça comme ça, l'enchaînement de ma vie s'est produit. Parce que secondaire 4 et 5, j'ai fait le cours, comme je dis, j'avais fait un cours optionnel en informatique, pas vraiment programmation, là, mais il y avait une forme de programmation qu'on faisait dans les cours. Et c'est indirectement par ça que j'ai fait mon choix de carrière pour le cégep. Parce que comme il n'y avait pas vraiment de choix de carrière mathématique à en parler, à part... voyons, j'ai juste le terme en anglais. Voyons, accountant. Excusez, je suis comme un blanc. Oui, excusez, là, je cherche la traduction. Comptable. Donc, à part des trucs comme comptabilité, ou du marketing, ou enfin, il n'y avait pas... Il n'y avait pas de choix de carrière en mathématiques qui m'attirait plus que ça. Parce que l'informatique, c'est quelque chose que j'avais une certaine facilité, encore plus, en guillemets. Ben, pas plus, mais attirance, on va dire plus comme ça. Et une certaine facilité aussi. Qui m'a fait faire dire, ben, je sais pas quoi d'autre prendre. Je voulais pas prendre sciences de nature ou sciences politiques, pas politiques, mais sciences familiales, je pense, les autres, là. Je m'en souviens plus, mais c'est pas important. Je me suis dit, bon, je vais me lancer, puis... bref. Mais ça, malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que quand j'étais arrivé au cégep, la façon que j'avais de faire qui fonctionnait super bien au secondaire, ça fonctionnait juste pas du tout pour le niveau cégep. Parce qu'on s'entend que le niveau cégep, on tombe dans un autre cours, un autre niveau, et surtout une autre certaine rapidité qui n'est vraiment pas la même
qui n'est vraiment tant qu'à moi pas comparable au secondaire. Et je me suis littéralement planté. En même temps, je me suis un peu moi-même planté, des- des- dans un sens. Parce que la première session, on m'avait forcé de faire un cours de rattrapage en français. Parce que j'avais pas une note assez bonne pour vraiment continuer à faire le cours de français littérature de premier niveau. Donc, je me force à peine pour faire ce cours-là, faire le strict minimum un peu comme mon cours au secondaire. Et j'ai vraiment, en bon français, rushé. Et j'ai trouvé ça dur. En même temps, j'étais à bout de ces cours-là. Je voulais rien savoir. Euh, Surtout, c'était un cours vraiment, vraiment plate parce que c'était purement de la répétition un peu de ce qu'on faisait au secondaire 5 avec certains éléments, nouveaux éléments. Moi, j'étais comme, c'est tellement une perte de temps. Et le pire, c'est que l'été, pas la session d'après, mais la session d'automne de l'année d'après, j'ai appris que ce cours-là était aboli parce qu'il était inutile. J'étais comme, ah, c'est le fun de savoir que j'ai fait un cours que finalement ne servait à rien et qui avait aucune valeur, entre guillemets, en termes de scolarité, surtout. Mais c'est vraiment plus arrivé, comment dire, oui, pardon, arrivé au premier cours de français littérature que là, vraiment, ça ne marchait plus. Mon cerveau ne voulait plus rien savoir parce que je ne comprenais absolument rien sur ce que surtout sur les concepts d'analyse littéraire et en même temps je voulais rien savoir. Donc c'est sûr que les deux ça marchait pas ensemble. Puis surtout j'avais cette espèce de dédain envers le français de me dire je veux m'en aller en informatique. Qu'est-ce que j'en ai à foutre entre guillemets de de faire de l'analyse littéraire, puis enfin, tu sais, je me donnais des excuses, là, parce que pour moi, je trouvais ça vraiment inutile, je trouvais ça vraiment une perte de temps de faire comme moi, mais je m'en vais dans un domaine où c'est genre 99% en anglais, ou si c'est pas en anglais, c'est même pas une langue, parce que c'est de la programmation, c'est du codage, c'est une langue de programmation, si on peut dire comme ça. Donc je me dis comme, je m'en fous, tu sais, pourquoi j'ai du temps à perdre là-dedans. Et bon, bref, à force de faire les cours, arrivé au premier, si on veut, examen, pas vraiment examen, mais premier test que le prof donne, j'ai rempli 10%, puis le prof me dit, regarde, je regarde ton premier numéro, puis je vais même pas corriger ton devoir, ton test, pardon. Ça n'a juste pas de sens. Tu n'as rien compris, puis je vais te donner genre 2%. Puis sensiblement, c'est ça la note que j'ai eu au bout de la ligne. C'est genre 2%. Parce que, comme je disais, c'était le mélange du dédain, du rien à foutre, de incompréhension totale. Je voulais pas mettre d'effort non plus. Bon, c'est un mélange de tout ça. Là. Et ensuite, il y a eu aussi le cours de philosophie. Le cours de philosophie, je dirais que ça a été une espèce de entre-deux. Je voulais quand même essayer de comprendre. Je posais beaucoup de questions. Parce que c'est quand même quelque chose de nouveau qu'on qu'on aborde au cégep. Et le problème qui est arrivé, c'est que ben j'avais beau être présent à tous les cours, faire mon possible à essayer de comprendre. C'est arrivé lorsqu'on arrivait pas aux dissertations, mais c'est un peu l'équivalent, de faire les espèces de textes philosophiques aux examens. Et c'est là que je me plantais euh, carrément. Parce que je savais pas comment développer un questionnement philosophique, si on peut dire ça comme ça.
Et après la première session, quand je suis arrivé à l'examen, proche de l'examen final, j'ai dit au prof, il n'y a pas, on était peut-être à 2 semaines de l'examen final, je dis au prof, je regarde ma note, j'ai 55 depuis le début de l'année. J'étais entre 50 et 55, ma moyenne était de 55. Et j'ai dit au prof, regarde, à moins que tu me donnes des espèces de devoirs supplémentaires, que j'aille chercher des crédits supplémentaires, je crois pas que je vais réussir de faire l'examen final et que je vais me planter. Je dis, il n'y a pas une façon que tu me donnes quoi que ce soit. Le prof, littéralement, il me regarde, il fait, tu auras la note que tu mérites. J'étais comme, oh. Puis tu sais, ça m'a fait chier parce qu'en plus, j'avais été présent à tous les cours, j'avais fait tous les devoirs. Tu sais, j'avais donné un peu, si on veut, l'effort jusqu'à un certain niveau. Mais lui, je pense que il voulait pas me donner une chance, si on peut dire ça comme ça, de m'améliorer. Et finalement, ben, j'ai eu une note de non-réussite de 55. Et ça m'avait un peu dégoûté. Et quand je suis arrivé à la deuxième session, même chose. Premier cours de... Voyons. Deuxième fois le premier cours de philosophie. Après 2 semaines, j'ai juste lâché le cours. Après que j'ai lâché mon cours de français littérature, la même chose, hein, pour la deuxième, rendu à la deuxième session. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand je suis arrivé à la troisième session, l'automne de l'année, de la deuxième année, je m'en vais au secrétariat, je reçois mon horaire et je regarde mon horaire, je fais lundi 2 heures de cours de français, mardi 2 heures de cours de philo, mercredi 2 heures de cours de français et jeudi 2 heures de cours de philo. Là, je m'en vais voir la personne responsable. Je dis, y a-t-il une erreur dans mes horaires? J'ai pas de cours d'informatique. Ils disent, ben pour continuer dans ton programme d'informatique, tu dois compléter tes cours obligatoires. Là, sur le coup, j'ai fait, non. En plus que j'allais à une école qui était à presque 1 heure de transport de chez moi, j'ai fait, je ferais pas 2 heures de transport pour 2 heures de cours. Ça serait totalement ridicule, puis ça va m'enlever de toute façon tout goût de vouloir le faire. Fait que je suis aussi bien d'arrêter tout de suite. Fait que j'ai demandé où est-ce que j'annule ma session. Fait que j'ai annulé ma session. À ce moment-là. Et je dirais que c'est à partir de là que ça, en guillemets, ça a un peu déboulé. Parce que je ne savais plus vraiment quoi faire. Mais je vais essayer de pas trop m'étaler aujourd'hui sur le sujet. Je vais peut-être essayer d'arrêter. Là, on est déjà presque 1 heure de blabla. On continuera peut-être dans une deuxième partie par rapport à ça. Bref. Donc, sensiblement, comme je dis, je vais arrêter, faire une petite pause aussi personnelle. Et j'espère que j'espère que j'ai eu une certaine concision dans tout ce que j'ai dit. Qu'il y avait un certain intérêt à ce que vous écoutez tout au long de ce que je parle. Je sais pas si vraiment de mettre le background comme ça avec les photos qui défilent vous aide, ou vous pouvez juste m'écouter en audio à la limite là, avec une deuxième fenêtre. Ben bref, je dois avouer, je sais pas comment vraiment je peux faire mieux. J'espère que vous avez au moins écouté plus qu'un 10 minutes là-dessus. Bon. Dans tous les cas, on va continuer un autre épisode, comme je dis, plus tard. Et je vous remercie d'avoir écouté ce premier espèce d'épisode vraiment journal intime, qui est un peu relié aussi à l'autre que j'avais fait, de ma vie en Chine. Mais là, ici, vraiment, journal intime de ma vie tout court.
Et je vous dis bonne soirée.